Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue et merci de nous rejoindre ici à Isostéo. Nous allons parler aujourd'hui du réseau artériel et veineux profond. Alors pour décrire le creux poplité, il nous faut une vue postérieure. Ici l'épiphyse distale du fémur. Avec la fin de la ligne âpre. Voilà, ici les épicondyles, et on peut donc mettre en évidence les condyles fémoraux, la fosse intercondylaire. Ça, c'est pour le fémur. Ensuite, on a épiphyse proximale du tibia. La tête fibulaire. Avec hop, la petite crête du solaire. Plusieurs choses à mettre en place déjà. La corde oblique, qui va laisser un espace pour la bifurcation artère tibiale lampe, tibiale poste. On va en parler tout de suite. On peut mettre également en évidence les coques condyliennes et la capsule articulaire, en laissant bien un petit espace pour le muscle poplité. On peut même dessiner un petit sillon. Ici, voilà. Pour le poplité qui, je le rappelle, terminera sur le condyle fémoral latéral. Ce muscle, il va former le plancher de la fosse poplité. Hop, voilà. Donc, terminaison intracapsulaire. Ensuite, il faut mettre en évidence les limites supérieures. Donc, les limites supérieures, ce sont les ischio-jambiers. Alors, avant de dessiner les ischio-jambiers, on va faire un petit hiatus ici. Voilà, pour bien montrer la sortie et la naissance de la poplité par la fémorale commune. Ici, c'est la terminaison du muscle grand adducteur qui forme le hiatus. Muscle semi-membraneux ici. Avec un petit tendon qui termine sur la coque condylienne. Un tendon partie postéro-supérieure du tibia et son tendon récurrent qui va passer dans le petit sillon médial. Ensuite, en superficie, vous avez le muscle semi-tendineux qui va rejoindre la patte doigt. Ensuite, en latéral, muscle biceps fémoral. Voilà pour les limites supérieures, il nous manque les limites inférieures maintenant, avec sur les crêtes supracondylaires les insertions des muscles gastrocnémiens.
voilà, qu'on va couper, car leur trajet en soi ne nous intéresse pas plus que ça. Donc on va réduire un petit peu. Donc la fosse poplitée, c'est cet espace. Voilà, c'est cet espace, la fosse poplitée. C'est là que va cheminer le paquet vasculo-nerveux poplité. À commencer par l'artère fémorale superficielle qui donc arrive par ici, va passer dans le hiatus formé par la terminaison du muscle grand adducteur et devient l'artère poplitée une fois qu'elle a passé ce hiatus. Donc cette artère, voilà, elle chemine en plein milieu de la fosse poplitée. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut palper le pouls poplité. Assez difficile à repérer. Donc il faut vraiment repérer les ischio-jambiers, les gastrocnémiens, suivre les insertions des gastrocnémiens dans la fosse poplitée. L'artère est assez pulsatile, enfin elle est assez volumineuse. Donc une fois qu'on l'a, on l'a, mais elle est compliquée à les repérer, je trouve. On peut palper son pouls si par exemple on suspecte chez un patient une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc c'est-à-dire vous avez une plaque d'athérome qui va boucher l'artère et donc l'apport sanguin sera diminué. Il se diagnostique en palpant les pouls bilatéralement et en les comparant. À ces patients ou ces patientes qui auront ce genre de pathologie, on va leur conseiller de marcher pour stimuler la circulation collatérale. Le corps va créer une circulation collatérale. Pour le diagnostiquer, c'est bien en palpant les pouls et le pouls poplité en fait partie. Alors, maintenant, ici. Donc voilà, l'artère poplitée, une fois qu'elle sort de la fosse poplitée, elle ne s'appelle plus artère poplitée, elle va se diviser en artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure qui va emprunter le petit foramen ici, formé par la corde oblique. Entre-temps, elle va donner, bien sûr, des branches collatérales qui vont vasculariser la région du genou. Donc sur le dessin d'avant, sur la coupe sagittale, on avait vu que la fémorale superficielle s'anastomosait avec le réseau cruciforme. Elle va également donner des artères musculaires pour les ischio-jambiers. Elle va également donner des artères supéromédiales et supérolatérales qui vont former le réseau artériel du genou. Donc ici l'artère supéromédiale qui va notamment vasculariser le vaste médial et l'articulation. L'artère supérolatérale, ce sera plutôt pour le muscle vaste latéral et vaste intermédiaire. Donc ici, artère supérolatérale. Ensuite, si on descend un petit peu, elle va également donner des artères pour les muscles gastrocnémiens. Les artères dites surales. Surales, ça veut dire jambe. Ensuite, vous allez avoir une petite artère, comme ceci, qui va s'appeler l'artère moyenne du genou, et qui va notamment perfuser la fosse poplitée, donc les tissus ligamentaires, le fond de la fosse poplitée, et les ligaments, notamment les ligaments croisés. Le ligament croisé postérieur, grâce à la situation de l'artère poplitée, aura une vascularisation un peu plus importante que le ligament croisé antérieur qui est situé lui en avant. C'est la raison pour laquelle les cicatrisations des ligaments croisés antérieurs sont plus difficiles, car moins bien vascularisés.
On continue notre trajet et on avait les artères supéromédiales, supérolatérales, et bien on a aussi les artères inféromédiales et inférolatérales. L'artère inférolatérale, donc elle va donner les artères pour les gastrocnémiens et pour le muscle poplité. Et l'artère inféromédiale, c'est pareil. Donc leurs trajets vont continuer en avant et vont contribuer à former le cercle artériel du genou, qu'on va voir plus tard sur une vue antérieure. Pour les collatérales, c'est bon, on retient bien que les branches terminales sont donc artère tibiale postérieure et artère tibiale antérieure. On termine ce schéma en faisant tout simplement la veine. Exactement le même trajet. Veine fémorale superficielle. Une fois passé le hiatus de l'adducteur, elle devient la veine poplitée. Bon, dans les schémas anatomiques, et même à la dissection, l'artère poplitée est souvent en dedans de la veine, avec exactement les mêmes collatérales. Donc c'est pratique, si on connaît l'anatomie du réseau artériel, on connaît également l'anatomie du réseau veineux profond. Veine supérolatérale, supéromédiale, entre-temps c'était des veines musculaires pour les ischio-jambiers. Donc la veine poplitée continue de cheminer et donne veine surale. Veine moyenne du genou. Veine supérolatérale, supéromédiale. Qui va donc suivre l'artère poplitée et bifurquer de la même manière. Lieu préférentiel des phlébites, donc veine tibiale postérieure ou bien veine poplitée. D'où ça qui donne notamment des douleurs non mécaniques qui vont être aggravées par la flexion dorsale passive, car on va étirer le mollet et cette artère, cette veine qui sera déjà inflammée. On va avoir une augmentation de la chaleur locale et nous avons également un signe qui s'appelle le signe de Homans, qui est le signe de ballottement du mollet. Lorsqu'on suspecte une atteinte veineuse, on va tout simplement faire balloter le mollet en comparant des deux côtés. Si vous avez un mollet qui ne ballotte pas, ça va signer la congestion veineuse du mollet et donc une atteinte de la veine tibiale postérieure. Donc en cas de suspicion de phlébite, il faut immédiatement réorienter vers un médecin car il y a risque d'embolie pulmonaire. Ici donc nous avons vu les divisions de l'artère poplitée et de la veine en tibiale antérieure et tibiale postérieure. On va maintenant détailler l'anatomie de ces deux divisions. On va commencer par la veine tibiale postérieure, veine et artère. Alors, pour cela, vue postérieure. Ici, la diaphyse tibiale, on va la faire un peu plus grande quand même. Voilà. Avec la malléole tibiale. Avec ici la tête fibulaire. Avec la malléole fibulaire qui descend plus bas. Voilà, on va de manière très schématique. On peut commencer à mettre en évidence les tissus du pied de manière très schématique.
Les veines et les artères du pied, on les verra plus tard. On les verra juste après, simplement voilà, pour montrer un peu la localisation générale. Bon, le pied est énorme, hein, mais bon. On ne fait pas attention aux proportions et on se concentre sur voilà, la description artérielle et veineuse. Dans un premier temps, on dessine les muscles avoisinants. Ici, le muscle solaire. Ici, la loge postérieure profonde. Avec un long fléchisseur de l'hallux, tibial postérieur. Donc ils sont séparés par une crête. Avec le long fléchisseur des orteils. Et si on veut être très précis, on peut mettre les sillons du tibial postérieur, du long fléchisseur des orteils et du long fléchisseur de l'hallux. On va simplement mettre leurs insertions musculaires. Si on commence à mettre leur trajet, ça risque de surcharger le dessin. On peut commencer la description. Artère poplitée qui devient à la sortie de la fosse poplitée l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. Voilà, l'artère tibiale antérieure, elle va emprunter ce passage, on la décrira tout à l'heure. L'artère tibiale postérieure, elle va donner une artère récurrente tibiale médiale. Le genou, on le verra, est extrêmement vascularisé, grâce justement à ce réseau d'artères récurrentes qui sont anastomosées entre elles. C'est un peu comme le réseau cruciforme des adducteurs. Plus un réseau est anastomosé, plus il va réussir à suppléer une artère en cas de dysfonctionnement de cette dernière. Et le genou, c'est très vascularisé, on en a tout le temps besoin. D'où la richesse de son réseau artériel et veineux. Donc l'artère tibiale postérieure, elle va cheminer comme ça en profondeur du triceps sural. Elle va donner notamment ici une petite artère qui va aller ensuite à l'intérieur de l'os. On l'appelle l'artère nourricière du tibia. Ensuite, elle va donner l'artère fibulaire. On va voir ensuite ce qu'elle fait. Ensuite, elle continue de cheminer comme ceci. Et ici, on arrive sur le territoire de la cheville, qui a également un réseau artériel assez riche, qui va donner ici une artère malléolaire postéromédiale et postérolatérale. La postérolatérale, elle est issue d'une part de l'artère tibiale postérieure et d'autre part de l'artère fibulaire, qui est une collatérale de l'artère tibiale postérieure, simplement elle emprunte deux trajets. L'artère tibiale postérieure, elle va ensuite passer en arrière de la malléole et emprunter le canal tarsien pour ensuite se diviser en artères plantaires latérales et médiales. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, donc ça c'était pour la vue postérieure, on va faire maintenant la vue antérieure pour pouvoir visualiser le trajet et le territoire de l'artère tibiale antérieure. Je n'ai pas mis en évidence la veine tibiale postérieure, mais c'est exactement le même trajet. Allez, on est puriste, on la fait rapidement. Comme ça fait réviser un petit peu. Veine tibiale postérieure qui donne, donc ici, veine tibiale antérieure qui va accompagner l'artère du même nom,
Veine tibiale récurrente médiale. Alors la veine, c'est pas une veine nourricière non plus, mais elle va accompagner l'artère. Étant donné qu'une veine ne nourrit pas, elle draine. Et ensuite, tout simplement, elle va suivre son homologue artériel jusqu'au canal tarsien. Entre-temps, veine malléolaire postéromédiale, postérolatérale avec veine fibulaire. Voilà. Et là, on a l'intégralité du réseau artério-veineux postérieur. Maintenant, on peut attaquer la vue antérieure. Sur les entorses bénignes, ce sera plutôt un œdème lymphatique. Alors, donc on est sur une vue antérieure, ici, épiphyse distale du fémur. Condyle médial plus mince qui descend plus bas, condyle latéral plus épais. Avec ensuite le tibia, tubercule infracondylaire, tubérosité tibiale antérieure, sillon du muscle semi-membraneux, la crête tibiale, la diaphyse avec la malléole, voilà, on s'en contentera. Les sillons ici ne se voient pas sur une vue antérieure. Ensuite, voilà, on va simplement faire baisser un petit peu, dézoomer un petit peu, juste pour faire apparaître les tissus du pied. Quand on est habitué à dessiner des os, dessiner des orteils, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'imaginez pas le sport que ça me demande. Alors que c'est juste des orteils. C'est dessiner des os, mais pas des orteils. Voilà. Dernière structure que j'ai envie de mettre en évidence, ici, corde oblique. Membrane interosseuse. Et enfin, rétinaculum des extenseurs. Avec sa partie supérieure et sa partie inférieure. On a oublié la patella et après on est bon. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, on peut visualiser les artères supérolatérales et supéromédiales qui proviennent de l'artère tibiale postérieure. Donc elles vont s'anastomoser. Les artères inféromédiales, inférolatérales. Et ces artères sont anastomosées et forment ce qu'on appelle le cercle artériel du genou. Vous avez également l'artère récurrente médiale tibiale postérieure et les artères fibulaires que l'on a dessinées tout à l'heure sur la vue postérieure, elles vont donner, comme ceci, des artères récurrentes. Ça, c'est l'artère fibulaire récurrente postérieure. Des fois, vous avez même une artère récurrente tibiale postérieure médiale, comme la latérale qu'on a dessinée ici. Ça dépend. Maintenant, on va pouvoir parler de l'artère tibiale antérieure, donc qui naît à ce niveau-là.
Voilà, elle va passer comme ça, cheminer dans la membrane interosseuse. En superficie de la membrane interosseuse et non pas dans la membrane interosseuse, excusez-moi pour l'abus de langage, qui donne artère malléolaire antérolatérale, artère malléolaire antéromédiale. Et elle termine en donnant l'artère dorsale du pied. Cette artère, pour la palper, vous avez le muscle long extenseur de l'hallux en regard du cou de pied, qui est juste en dedans. Donc vous demandez une extension d'hallux contre résistance. Vous vous mettez avec 2 doigts au niveau du cou de pied et vous pouvez sentir le pouls pédieux. Donc il ne faut pas appuyer trop fort parce que c'est une petite artère d'une part et on ne palpe jamais le pouls avec le pouce. Sinon, qu'est-ce qu'on sent? Notre propre pouls et pas le pouls de l'autre. Donc on va revenir par contre sur les artères récurrentes. Donc vous avez des récurrentes tibiales postérieures et fibulaires postérieures. Vous avez également ici artère récurrente tibiale antérieure, artère récurrente fibulaire antérieure, qui est issue de l'artère tibiale antérieure. Donc vous voyez que le réseau artériel du genou est très riche. Donc le principe, c'est si ici ça déconne, si vous avez un caillot ici ou bien un caillot ici, eh bien vous avez toutes les autres artères qui sont capables de suppléer. Donc par exemple le sang, il ne peut pas passer par ici, eh bien il va passer par là, il va emprunter ici, ici, ici et ici. D'où l'avantage d'avoir un réseau artériel anastomotique et riche. Et pour les veines, eh bien c'est pareil. En cas de thrombose, vous avez un système redondant, communiquant, donc avec beaucoup de sorties veineuses possibles. Donc là, pour dessiner, il suffit de rajouter du bleu là où il y a du rouge. Hop, hop. Et donc la veine tibiale antérieure. Donc l'avantage quand on dessine le réseau veineux, c'est qu'on révise le réseau artériel en même temps. Donc ici les artères malléolaires antéromédiales, antérolatérales et la veine dorsale du pied. Tant qu'à faire, on va rester sur cette vue. On va dessiner les métatarsiens. Et on va terminer, du coup, la vascularisation de la face supérieure du pied. Voilà, ici M5, ici M4, ici 3, ici M2, et ici M1. Le rétinaculum des extenseurs, il s'attache sur la grande apophyse du calcaneus, donc sur le rostre, pardon, et il va terminer notamment sur le tubercule du naviculaire. Je m'excuse d'avance pour cette petite faute. C'était simplement pour respecter le relief osseux, mais si on veut être vraiment très juste, voilà. On peut mettre la styloïde de M5 ici, le cuboïde ici, et donc on aurait ici le rostre du calca. Alors, continuons donc sur l'artère dorsale du pied. Elle va dans un premier temps donner une artère pour le sinus du tarse.
Une artère pour le court extenseur des orteils qui s'insère sur le rostre du calcaneus. Elle va donner également... Alors attendez, je les mets sur le bon calque. Voilà. Donc artère du sinus du tarse, artère du court extenseur des orteils. Ensuite, elle va donner une artère tarsienne médiale. Et une artère tarsienne latérale, comme ceci. Ces deux artères vont former une arcade. Et vont donner les artères métatarsiennes dorsales. Et elles terminent comme ceci, un petit peu en deux. Et donc cette arcade palmaire profonde, elle va s'anastomoser ici, avec la veine plantaire latérale. L'artère plantaire latérale, excusez-moi. Et donc le pied a également un réseau anastomotique riche. Pour les veines, c'est exactement pareil. Veine du sinus du tarse, veine du court extenseur des orteils, ensuite veine tarsienne médiale, veine tarsienne latérale, qui forme l'arcade plantaire profonde et qui va s'anastomoser avec la veine plantaire latérale. Ici, c'est le réseau dorsal du pied. Il manque à décrire le réseau plantaire. Pour cela, on va reprendre la vue de tout à l'heure, à savoir la vue postérieure. Alors, dans un premier temps, on va parler du canal tarsien. Alors, je reprends la vue postérieure juste après, on en aura besoin. On mettra le pied en flexion plantaire, simplement d'abord une petite vue médiale pour décrire le canal tarsien qui est quand même un espace assez important. Ici la malléole tibiale, avec la tête du talus. Sa partie postérieure, donc il repose sur le calcain. Sustentaculum tali. Le tubercule du naviculaire. Ensuite, on peut mettre en évidence les éléments musculaires qui le limitent, ou en tout cas qui sont adjacents. Ici, on a l'abducteur de l'hallux qui va partir vers ici. Donc ici, l'abducteur de l'hallux, pour bien montrer, parce que les éléments vasculo-nerveux vont ensuite arriver à proximité de lui. Et les rétromalléolaires médiaux d'avant en arrière, muscle tibial postérieur, terminaison sur le tubercule du naviculaire, muscle long fléchisseur des orteils en arrière de celui-ci, qui plaque le sustentaculum tali, le long fléchisseur de l'hallux, encore derrière. Eh bien, le canal tarsien, c'est un espace compris entre tous ces éléments musculaires, où va notamment passer l'artère tibiale postérieure, qui va bifurquer ici en artère plantaire latérale et médiale. La veine, c'est pareil. Et encore en arrière, vous avez le nerf tibial qui bifurque en
nerf plantaire latéral et médial. Donc si vous avez une voûte plantaire qui n'est pas assez efficace, qui donne par exemple un pied plat, ou au contraire qui trouille hypertonique qui va donner des pieds creux, eh bien vous pouvez avoir cet espace qui peut être sujet à des contraintes plus importantes, ou qui peut être tout simplement irrité. On appelle ça un syndrome du canal tarsien, qui va donner notamment des douleurs dans le territoire des nerfs plantaires, qui peut donner des troubles de la circulation veineuse ou artérielle, et donc entraîner une congestion veineuse, ou bien une artériopathie, et donc ça va être des douleurs musculaires. Les muscles, étant donné qu'ils vont être appauvris en apport sanguin, ils vont développer notamment des pathologies, des tendinites, etc. etc. Ça, c'était pour le canal tarsien. Au niveau de la division, pour la partie supérieure, on est sur le nerf plantaire médial, et la partie inférieure, c'est le nerf plantaire latéral. Je parle de nerfs, on peut parler de paquets vasculo-nerveux. Pour les artères et les veines, c'est la même chose. Ensuite, le canal tarsien étant présenté, on peut revenir sur cette vue postérieure. On va simplement dessiner un pied juste à côté. Ce sera plus simple. On va dessiner un pied en vue inférieure. Donc nouvelle orientation simplement pour le schéma que j'ai délimité. Ici tubercule postéromédial, postérolatéral, avec insertion du carré plantaire, du ligament plantaire long. Ici cuboïde, facette pour M5, facette pour M4, avec le sillon, du long fibulaire. Ici c'est recouvert par le calcanéo-naviculaire plantaire. Plus connu sous le nom de spring ligament, qui s'appelle ligament ressort. Les os cunéiformes. Avec M5, M4, M3, M2 et M1, qui est le plus gros, le plus trapu. Allez, rapidement des phalanges. Voilà, donc nous avons notre pied maintenant en vue inférieure. Eh bien, le canal tarsien, la sortie du canal tarsien se fait ici. Partie médiale du calca. Donc l'artère plantaire médiale, elle va avoir un trajet assez vertical, et artère plantaire latérale, qui va avoir un trajet un petit peu différent dans le sens où elle va faire une arcade. Et s'anastomosé avec l'artère plantaire médiale, qui va donner ensuite les artères métatarsiennes, qui vont donner ensuite les artères digitales. Les veines, c'est exactement la même chose. Et nous avons ensuite, du coup, l'intégralité du réseau veineux profond qui a été décrit. Donc, le réseau plantaire médial vraiment s'occupe du premier rayon en exclusivité. Et c'est vraiment
le réseau plantaire latéral qui, de par son arcade, va perfuser et drainer la grande majorité de la partie plantaire du pied. Donc c'est vraiment prépondérance de l'artère et de la veine plantaire latérale. Les nerfs suivent à peu près le même trajet, suivent même complètement le même trajet. Donc si on veut être puriste, on peut même ici, nerf plantaire médial issu du nerf tibial et nerf plantaire latéral qui fait en fait tout cela. Et donc au sein de la plante, vous avez d'une part tous les muscles qui s'insèrent ici, là. Donc que ce soit sur les cunéiformes, sur le cuboïde, sur le naviculaire, vous avez tibial postérieur, les muscles de l'hallux, les muscles du 5. Tout ça va être notamment perfusé ou innervé en grande majorité par le nerf plantaire latéral. En général, les muscles de l'hallux, abducteur et court fléchisseur de l'hallux, sont plutôt le nerf plantaire médial. Le reste, ça va être plutôt le nerf plantaire latéral. Nous avons fini avec la description donc artérielle et veineuse profonde. Je vous remercie pour votre attention.